Ouvrons la discussion sur la politique internationale, puisque celui qui l'a fait dans les heures qui viennent, c'est Donald Trump. Grand meeting de Donald Trump ce soir. Donald Trump qui apparaît à beaucoup comme une puissance montante, une campagne montante dans le cours de cette élection. Première réaction d'Annie Cohn-Bendit, vous êtes celui qui est parmi les plus inquiets de la montée de Donald Trump. Est-ce que là, les dernières heures, les indications qui viennent des États-Unis vous confortent dans ces inquiétudes ? Ah, s'il gagne, oui, je suis inquiet, mais je suis toujours pas persuadé qu'il gagne. Je trouve que, en fait, la vérité, c'est que personne ne sait. Les sondages sont tellement serrés. Alors, je sais, les très intelligents, comme par exemple votre chef Guillaume Debré, dit oui, mais Biden avait 8% d'avance, elle n'a pas cette avance et tout ça. Tout ça, c'est possible. C'est possible. S'il y a un mouvement de 1 à 2% vers Kamala Harris, elle peut remporter une très grande victoire. Si ça va dans l'autre sens, elle perdra grandement. Mais personne aujourd'hui n'est capable de le dire. Donc arrêtons. Moi je dis, ce qui est terrible, c'est que Donald Trump puisse gagner. C'est ça pour moi, c'est inquiétant. C'est inquiétant sur ces sociétés américaines. C'est-à-dire que vous pouvez dire n'importe quoi avec un dingue milliardaire qui dit n'importe quoi, qui a 13 mots, mais qui dit il faut faire des enfants. Prenez mon exemple, moi j'en ai 13, avec 4 femmes et tout ça, faites la même chose, etc. Je dis, ce pays-là est extrêmement fragile et la victoire de Trump serait une défaite cinglante pour l'idée de démocratie. C'est ça. Et que la moitié des Américains sont prêts, alors je ne sais pas si c'est 51 ou 50,5 ou 48 ou 45, ça je ne sais pas. Non, je suis d'accord avec Dany, personne ne peut dire, parce que ce système des swing states, des États qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre... Bien sûr, est-ce que vous êtes inquiet ? Au fond, on voit bien, il y a deux catégories de gens. Ceux qui sont inquiets, c'est quoi qu'il arrive. C'est une démocratie libérale qui fonctionne. Si Kamala Harris arrive au pouvoir, je suis tout aussi inquiet qu'avec Trump. Encore une fois, le mouvement wokiste est en train d'envahir le monde, en tout cas le monde occidental. Il est porté par les démocrates américains. Ce sont les étudiants démocrates qui arrachent aujourd'hui dans les universités les images des otages israélien. Et donc, moi, pour avoir enseigné aux États-Unis pendant 20 ans, je m'y suis même marié dans une vie antérieure. J'avais une belle famille là-bas. C'est un pays que je connais vraiment très bien. J'ai vu monter la vague du politiquement correct et du wokisme. Je pense que c'est aussi effroyablement anti-démocratique la cancel culture, la culture de l'annulation, que ce que peut représenter Trump aujourd'hui. Donc, je vous dis très franchement, si j'étais américain, je rêverais de reconstituer un parti centriste, un parti au centre de ces deux fous furieux que sont le Parti républicain et le Parti démocrate. Non mais c'est pas... Enfin, moi je dis, il faut pas exagérer. Il y a, ce que décrit Luc est vrai, il y a des étudiants qui ont fait. Mais la majorité des étudiants démocrates, et moi, alors j'ai téléphoné dans plusieurs... parce que j'ai beaucoup d'amis dans les universités qui sont profs, il me dit, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Aujourd'hui, il y a ce phénomène de remise en cause qui existe dans la société américaine, c'est vrai, mais aujourd'hui, le Parti démocrate et Kamala Harris n'est pas la pointe de ce mouvement, et au contraire, elle s'est prononcée contre. Donc, pour moi, la victoire de Kamala Harris me rassurait. Si Luc veut créer un nouveau parti aux États-Unis, goodbye, have a good job, have a good trip. Allez-y, vas-y, fais ton parti aux États-Unis. Ça, il y en a pas beaucoup qui ont réussi. C'est comme ça aux États-Unis. Trump est-il fasciste ? C'est le mot que les démocrates emploient maintenant, que les gens de Kamala Harris emploient maintenant. Est-ce que oui ou non, ce mot a sa raison d'être dans ce cas ? Il est le contraire absolu du fascisme. On peut dire c'est pas mieux, c'est Elon Musk, c'est épouvantable. C'est exactement point par point. C'est épouvantable, Elon Musk. Mais non, c'est pas le problème. Je te demande si c'est épouvantable. Pas uniquement. Il est aussi celui. Le problème, c'est que ces ceux qui construisaient les belles fusées pour Hitler étaient aussi des scientifiques extraordinaires. Mais quel rapport avec Hitler ? Enfin, un rapport que ce type-là. Allez-y, monsieur. Je dis simplement que c'est le contraire exact du fascisme, point par point. Le fascisme est un parti révolutionnaire. Le fascisme, c'est Mussolini, c'est pas Hitler, c'est vraiment Mussolini. C'est Franco. Bon, c'est un parti révolutionnaire
révolutionnaires. Eux, ils sont traditionnalistes. Ils veulent rétablir, à la limite, interdire le droit à l'avortement. Bon, c'est un parti conservateur. Le fascisme est un parti, mais viscéralement anti-individualiste. C'est les phalanges. Voilà. Et donc là, ils sont hyper individualistes. C'est l'ultra-individualisme. C'est un parti anti-parlementariste. Je vois pas qu'ils veuillent supprimer les parlements, les différentes instances parlementaristes. Et par ailleurs, le fascisme est le parti le plus anti-libéral qui soit sur le plan économique. Et donc là, on a affaire à des néolibéraux comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est point par point l'inverse. Donc qu'on dise que Trump est un narcissique pervers, que c'est un menteur pathologique. Il a tous les défauts de la modernité. La com, le mensonge, la démagogie, tout ce qu'on veut. Mais c'est un hyper moderne, c'est un hyper libéral, c'est l'opposé absolu du fascisme. Et donc on peut expliquer qu'on déteste ça, qu'on déteste le néolibéralisme, qu'on déteste le fait que, et là je rejoins ce que disait Dany, on déteste le fait que des oligopoles privés, tu vois les GAFAMI, c'est plus 12 000 milliards de dollars de capitalisation en bourse. C'est 4 fois le PIB de la France. Ça, on peut discuter. Que des oligopoles privés puissent dominer le monde, c'est eux qui font bouger le monde, c'est pas les politiques. Ça, on peut en discuter autant qu'on veut. Mais c'est le contraire absolu du fascisme. Et donc, moi, je vais pas créer un parti démocrate aux États-Unis, vu que je suis pas américain et que j'ai aucun pouvoir là-bas. Je dis simplement que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à une quasi-guerre civile entre les deux partis et qu'au milieu, il n'y a plus rien. C'est ça le problème des États-Unis. Mais bon, ça fait longtemps. Hein, ça fait longtemps. Pas tant que ça. Ça fait longtemps. Si, à partir du moment, et ce sont les républicains qui ont commencé, que toute solution, ce qu'on appelle bipartisane, devient impossible. Et le meilleur exemple de solution bipartisane qui n'était pas impossible, c'est que sur le problème qui émotionnellement touche tout le monde, sur l'immigration, les républicains et les démocrates avaient trouvé un accord. Ils ont trouvé un accord signé majoritairement. Et Trump a dit, cet accord ne doit pas rentrer en vigueur avant que je sois président, parce que je perds un argument. Il se fout complètement de la réalité, Trump. Alors moi, je dirais pas qu'il est fasciste, c'est pas ça. C'est la démocratie illibérale et les menaces qu'il est en train de promulguer contre ses adversaires s'il gagne. Et ça, c'est du Orban, l'attaque contre la presse. On est quand même dans une situation où le Washington Post, un des grands journaux, libéral, une feuille, hein, le patron, c'est Jeff Bezos. Trump lui a dit, attention, si ton journal appelle à voter Kamala Harris, tu seras le premier à payer si je suis élu. Et donc, Jeff Bezos s'est couché. Est-ce qu'il y a un risque de c'est un risque pour la démocratie qu'un président menace comme ça et que le riche Bezos se plie et se met à genoux. Est-ce qu'il y a un risque de rupture, pardon, juste pour être vraiment dans la cible, est-ce que oui ou non, si Trump est élu, selon vous, certains disent c'est de la folie, au fond il y a beaucoup de gueule, mais derrière il a fait un premier mandat plutôt raisonnable. Qu'a dit son chef de cabinet? Attendez, je finis ma question. Qu'a dit son chef de cabinet Kelly, il dit, si il gagne, il menacera la démocratie parce qu'il a des idées fascistes. C'est pas moi, c'est quelqu'un qui a travaillé 3 ans à la Maison Blanche avec lui. C'est pas moi, c'est pas lui. Il n'en sait rien, c'est Kelly qui a travaillé. Alors vous direz, lui aussi il est dingue, il comprend rien, il a rien compris de ce qu'il a fait pendant des mois et des mois avec Trump. Bon, il faut dire une chose par rapport à cette évocation de la liberté de la presse. Avant que Elon Musk ne rachète donc ce qu'on appelait Twitter à l'époque, qui s'appelle X maintenant, donc c'est très récent hein, cet achat de X. Bon, n'oubliez pas que le patron de Twitter avait supprimé le compte, non seulement le compte de Trump, mais qu'il avait supprimé 70 000 comptes des soutiens de Trump. Ça, c'est un vrai problème démocratique, parce que ça veut dire que ces patrons des réseaux sociaux, c'est pas, en gros, les 7 magnifiques comme on les appelle, alors, pas tous, mais enfin parmi ces 7 magnifiques, il y a les patrons des réseaux sociaux. Donc que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter, enfin qui s'appelle X maintenant. Bon, ces gens-là ont un pouvoir inimaginable qui est des milliards de fois supérieur à celui des politiques. Pouvoir supprimer le compte de Trump, moi je m'en fiche, hein, j'ai aucune sympathie pour Trump, mais le fait qu'un office privé, une entreprise privée puisse
supprimer le compte de 70 000 de ses soutiens et son compte, alors qu'il laissait ouvert celui du Premier ministre indonésien qui appelait à massacrer tous les Français, par exemple. Le compte ouvert de tous les islamistes de la planète. Hein. Mais le compte de Trump, qui était président de la République des États-Unis, était fermé. C'est pas normal, ça non plus. Donc après, ces types-là se vengent, évidemment. Et ça, c'est la situation des États-Unis qui crée ça. C'est la situation globale. C'est pas Trump et Kamala Harris. C'est tout ce qu'il y a derrière, tous ces mouvements de républicains cinglés et de démocrates fous. Et c'est pas normal que dans un pays qui est le pays le plus innovant du monde, le pays scientifiquement le plus avancé du monde, on ait des candidats comme ça. Enfin, c'est une honte. Attends, le problème, je suis d'accord sur la deuxième. Sur la deuxième partie, quand tu dis ils ont laissé, c'est vrai, des tas de gens. Mais les arguments pour avoir fermé le compte, c'est que ils avaient des critères de vérité. Et ils ont dit, ces comptes-là prétendaient des choses qui étaient prouvées, étaient fausses. Mais c'est vrai, on peut le... Et il fallait l'appliquer à tout le monde. Oui, non mais je suis d'accord. Donc il faut juste qu'on l'explique. Il y avait une raison à fermer, c'est que Trump prétendait qu'il n'a pas perdu les élections. Il mentait, et à un moment, ils ont dit, il faut qu'on clarifie, et c'est ce qu'on demande d'ailleurs aux réseaux sociaux. Ici, on cherche à trouver la loi. Partout, on essaie de réguler les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a une tentation, putschiste chez Trump ou non? Parce que, vous me parlez des réseaux sociaux, vous donnez l'impression de ne pas être si inquiet en réalité, parce que sinon, la vraie question c'est... est-ce qu'il y a une tendance... Darius, est-ce qu'il y a eu le 6 janvier? Est-ce qu'il y a eu le 6 janvier? Est-ce qu'il y a eu le 6 janvier aux États-Unis? Est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que ça a eu lieu? Ou c'est moi qui l'ai inventé, que je suis un débile 68A qui a inventé un putsch fait par les soutiens de Trump? Vous y venez. Non, je veux dire, il est évident. Vous parlez de Twitter, de je sais pas quoi. Non, je dis que non, je parle pas de Twitter. Est-ce que oui ou non, il faut il y a un écouter. danger Darius, foutez pas de ma gueule. Non, je vous fous pas. Si, ne foutez pas de ma gueule. C'est vous le spécialiste de ce genre de truc. J'ai parlé après. Je dis simplement, il a menacé ses adversaires. Il est évident que si c'est ric-rac, il fera la même offensive de contestation des élections avec des manifestations, etc. Alors, c'est évident. Vous êtes d'accord avec ça, oui ou non, Luc? Qu'il y a un danger vraiment putschiste je pense chez lui. Là aussi, il faut élargir le problème. Il ne faut pas parler uniquement des personnalités qui sont, à mes yeux, insupportables toutes les deux. C'est pas le problème. Et on s'en fiche que j'aime pas Trump ou que j'aime pas Kamala. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut comprendre que la logique des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est lui qui parle des réseaux sociaux, pas moi. Mais moi, j'y reviens parce que, encore une fois, on parlait de la liberté d'expression. Ils ont 1000 fois plus de pouvoir en termes de liberté d'expression que tous les journaux américains réunis, d'accord? Parce que 60% des Américains ne s'informent que par X et par Facebook, d'accord? Donc faut quand même savoir. Et par le réseau de Trump. Epsilon S, c'est que dalle à côté, c'est zéro à côté. C'est quelques milliers, alors que là, c'est des milliards de postes par jour, Dany. Il faut avoir les chiffres en tête. Et donc, je dis simplement que il faut avoir conscience que le modèle économique des réseaux sociaux, c'est toutes les saloperies qu'il y a dessus. Ils ne ferment pas les sites antisémites, ils ne ferment pas les sites pédophiles. La petite Mila en France, elle a reçu 70 000 menaces de mort et de viol en 3 semaines. Ils n'ont pas fermé les comptes. Et donc, c'est ça la vérité. Et donc, je dis simplement qu'il y a 2 poids et 2 mesures. C'est-à-dire qu'on ferme le compte de Trump, qui est élu président de la République des États-Unis, ce qui est quand même pas rien, mais on laisse ouvert les comptes racistes, les comptes pédophiles, les comptes antisémites, parce que c'est ça qui fait le buzz, et c'est ça le modèle économique de ces saloperies de réseaux sociaux. Oui, mais Luc, là, le problème du compte privé, le compte de trucs, c'est vrai qu'il est epsilonné, sauf pour mobiliser si tu veux marcher sur la Maison-Blanche. Oui. C'est-à-dire qu'après les élections, il a là un pouvoir de mobilisation direct de dizaines de milliers ou cinquantaines de milliers. Vous y croyez? Ça fait partie des hypothèses. C'est pas bien en tout cas, ça c'est sûr. Non, j'y crois. J'ai l'exemple du 6 janvier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux regarder l'histoire, je peux regarder que son vice-président, aujourd'hui, dans un interview, est incapable de dire que Trump n'avait pas gagné les élections. On est quand même dans la folie. Si aujourd'hui, avant les prochaines élections, il nie encore que Trump ait perdu les élections, qu'est-ce que ça va être avec les nouvelles élections? Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Darius, on est en plein dans la logique ultra-libérale de la com, avec
s'il y a comme sauce dedans, c'est le mensonge à l'état chimiquement pur. Là-dessus, on n'est pas en désaccord, évidemment. Trump est un menteur pathologique sur tous les sujets. Chaque fois qu'il peut mentir, il ment. Alors là où, en revanche, vous aviez raison, je pense les attendus de votre question, c'est qu'une fois qu'il est au pouvoir, il se calme. Ça n'a pas été un mauvais président. Encore une fois, on peut citer un certain nombre de choses qui sont positives. Je ne parle pas de l'avortement. Je parle des accords d'Abraham, je parle pour l'économie, je parle sur... Et en fait, il s'est calmé une fois qu'il était là-haut. Luc, il n'a pas fait tellement de conneries. Si, il a fait. Oui. Il a pris... Il a été moins mauvais qu'Obama, tu vois, par exemple. Il a pris d'assaut la Cour suprême. Avec les résultats qu'on connaît. Non, mais ça, on est d'accord là-dessus. Je parle comme président. Non, mais comme président, il a nommé plusieurs milliers de juges, pas seulement la Cour suprême, qui étaient tous idéologiquement marqués de son côté. Il a renvoyé la question de l'avortement aux États. Et donc, ça, c'était pas lui, c'est la Cour suprême. Oui, enfin, la Cour suprême dont tu viens de dire qu'elle était nommée par lui. Donc, c'est lui. Et donc, ce que je dis, c'est que comme président de la République, il a été beaucoup moins mauvais que comme candidat. Non, c'est ça que je dis. Alors, il n'a pas fait tellement de bêtises. Mais je m'excuse, Luc. Moi, je ne sais pas ce que tu lis. Et Obama était calamiteux, par contre. Oui, Obama était calamiteux. Bon, n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Non, il a été calamiteux pour l'Europe, pour le Moyen-Orient, pour la Syrie. Tu as le droit. Ouais. Le chef de cabinet de Trump explique comment a gouverné Trump. Et il a dit, c'est lui, Kelly, c'est pas moi. J'en sais rien comment il a gouverné. Il dit c'était une catastrophe. C'est comme si une femme divorcée disait du mal de son mari. Dan, ils se sont fâchés. Mais c'est exactement la même chose. Ils étaient ensemble, ils étaient tout proches. Le mec s'est fâché avec lui. Alors, parce qu'il ne supportait pas le comportement antidémocratique. C'est à son honneur. Il y a quand même un honneur de quelqu'un qui dit là je peux plus suivre. Que représente, s'il vous plaît, que représente pour vous Trump et Musk? Parce que ce soir, c'est un grand meeting de Trump à New York. Ce sera un moment très important dans sa campagne. Il apparaîtra avec Elon Musk, qui est devenu vraiment un personnage omniprésent autour de lui. Quand on voit ces deux personnages, les positions qu'ils défendent, Musk aussi sur la démographie, sur ce qu'il estimait être une forme de défense de l'Occident. C'est très fort dans son discours de lui. Comment? Vous avez combien de gosses? Moi, j'en ai que 2. Alors là, Musk, il te dit... Je sais que je fais pas assez d'efforts. Zéro, hein, t'es vraiment à zéro. T'en as combien? 3. Mais encore, il en a 13. Et toi, combien t'en as, toi? 4. Non. Mais vous plaisantez. Il en fait une histoire de civilisation. Oui, je sais, mais il est dingue. Attendez, je finis ma question. Il dit la civilisation occidentale ne survivra qu'au prix d'un effort démographique, d'inventivité, etc., etc. Trump, Musk, pour vous, est-ce que c'est un sursaut de l'Occident ou est-ce que c'est un signe de déclin? Ah ben non, c'est compliqué. Non, c'est pas déclin, c'est pas ça. Encore une fois, on peut détester l'ultralibéralisme, on peut détester tout ce qui porte, c'est-à-dire la logique de la com, du mensonge, du fric, il n'y a plus que ça. Mais c'est pas le déclin, au contraire. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple des 7 magnificents, donc les 7 plus grandes entreprises la plus grande, c'est Nvidia, par exemple. Les gens le savent pas. Mais Musk et Trump. Non, mais Musk est dedans, évidemment. Musk est l'homme le plus riche du monde. Bon. Or, ces gens-là représentent ce que l'ultralibéralisme a de plus puissant aujourd'hui. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas du tout le déclin, c'est que ces gens-là sont plus puissants que les États. Mais est-ce que vous l'admirez? Vous l'admirez ou vous le détestez, au fond? Admirer, on peut pas ne pas admirer la réussite économique absolument hallucinante du bonhomme. Mais c'est pas lui que j'admire. Mais ce qu'il fabrique est absolument admirable, évidemment. C'est en termes d'intelligence artificielle, en termes de nouvelles technologies, en termes de travail sur la longévité, sur la santé, il n'y a pas d'immunothérapie du cancer sans ces gens-là. Il n'y a pas de thérapie ciblée du cancer sans ces gens-là. Ce que fabriquent ces gens-là, ça va sauver des millions de vies aussi. On ne peut pas zapper ça complètement de côté. Je pourrais vous expliquer pourquoi. J'ai enseigné la biologie à la fac de sciences de Paris, et notamment sur ces questions-là. Il y a 0 thérapie du cancer moderne aujourd'hui, que ce soit les thérapies ciblées ou que ce soit les immunothérapies, sans intelligence artificielle, c'est sans ce que fabriquent ces gens-là. Donc c'est pas entièrement nul, il faut arrêter. Non, mais maintenant, ce qui est grave, et moi qui suis un vieux républicain, j'y reviens, c'est que ces 7 magnificents, je pourrais vous donner la liste, mais enfin elle est partout, ils sont 10 fois, 100 fois plus puissants que les démocraties, que les politiques. Oui, c'est ça qui est dangereux. Là où c'est pas normal. Luc dit la moitié. Enfin, il faut faire attention. L'intelligence artificielle, c'est pas que Musk, c'est pas Musk. Donc il y a une modernité, c'est vrai. Le problème, c'est que son modèle d'entreprise est un modèle terroriste.
C'est-à-dire l'organisation, et l'exemple le meilleur, c'est l'usine qu'il a construite dans Brandenburg, un Tesla, mais c'est vraiment l'enfer, la non-reconnaissance des syndicats. On en revient à je sais pas quel siècle. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'admirer. C'est non seulement le néo-capitalisme, c'est aussi le capitalisme méchant, le capitalisme qui surexploite ses salariés. L'ultralibéralisme, oui. Et donc ça, il faut le dire, et c'est pour ça qu'on peut pas l'admirer. Moi, je m'en fous de ce qu'il invente. Les fusées. Bah, moi pas. Mais les fusées, c'est plus fort que la NASA, etc. Oui, mais il y avait tous les scientifiques qui ont fait les fusées pour Hitler, le V2. Mais quel rapport entre Elon Musk Parce qu'on peut être un 30 scientifique et donner sa grande science à des ordures. Et donc il y a une responsabilité, toute la discussion Oppenheimer et tout ça sur la science, la responsabilité de la science, à qui on donne, avec qui on travaille, quelle est la forme d'organisation de la société, c'est quelque chose que se pose pas Trump. Il vous dit simplement, Darius Rosman, vous avez 2 gosses, vous avez encore 3 ans pour en faire 10. Bon. Les fusées d'Elon Musk, alors c'est une boîte privée, hein. Elles ont 20 ans d'avance sur Ariane. Ariane, vous pouvez la mettre à la poubelle aujourd'hui. Et c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Les robots qu'il vient de fabriquer, qu'il a présenté la semaine dernière, les lunettes qu'a présentées Zuckerberg, qui sont des lunettes d'interprète. Zuckerberg parle en anglais, le mec qui est en face met les lunettes parle en espagnol. Ils se comprennent en temps réel. Il n'y a pas un dixième de seconde entre les deux. Bon, ces gens-là inventent le monde de demain. La plus grosse boîte des 7 magnifiques connaissances, c'est Nvidia, c'est la plus grosse boîte au monde. Elle fabrique uniquement des puces Luc, une question. Est-ce qu'il y a de l'éthique dans tout ce que tu racontes? Mais évidemment. Et quelle est l'éthique je vais t'expliquer. de ce pouvoir Bien sûr qu'il y a l'éthique. Je suis en admiration et il faut leur laisser le monde de demain. Non, et là, je dis non. Si. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Regarde tes yeux comme ils brillent quand tu parles de leurs inventions. Non, mais tu peux dire n'importe quoi. Si tu veux, je dis exactement le contraire. Je dis que ce qui m'inquiète, c'est que des entreprises privées soient plus puissantes que les démocraties. Je l'ai dit déjà 4 fois. Bon, donc je vais pas radoter. Donc c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que ce qu'ils fabriquent est admirable. Bien sûr que c'est admirable. Et encore une fois, il y a de l'éthique en ce sens que si tu lis par exemple l'excellent livre du professeur Bibot, qui est cancérologue à Pompidou, il dit voilà, sans intelligence artificielle, je pourrais pas guérir les cancers aujourd'hui. Par exemple, l'intelligence artificielle, ce n'est pas que Musk. J'ai pas dit un mot. Non, c'est tous ces gens-là, mais c'est Nvidia. Il n'y a pas que Nvidia, mon ami. Il n'y a que Nvidia. Il n'y a pas une seule d'entreprise d'IA qui n'utilise pas les puces de Nvidia. Sans Nvidia, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et donc, toutes ces entreprises-là travaillent sur l'intelligence artificielle, mais pas seulement. Elles travaillent sur la longévité, elles travaillent sur la santé, elles travaillent sur la lutte contre le cancer. Donc, il n'y a pas que des saloperies dedans. Moi, ce qui m'inquiète, pardon de radoter, mais puisque tu caricaturais ce que je disais, c'est que ces gens-là devraient être encadrés par la démocratie. Mais comment Mais par exemple, tiens. Comment mais c'est ça tout le problème. Et ce que propose d'ailleurs dans le programme de Kamala Harris. Voilà. Non, c'est pas dedans. Non, il y a un encadrement des grandes entreprises. Très bien. Si c'est aussi efficace que l'IA Act, c'est 0. Alors, mais à chaque fois que je te propose une idée, tu me dis oui, mais c'est pas efficace. Parce que c'est alors, pas ça qu'il faut faire. Dites-moi ce qui serait efficace. Exactement. Je vais te dire ce qui serait efficace. Par exemple, un exemple entre plusieurs que je pourrais si j'étais je vais parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, président de la République des États-Unis. 25 fois que tu l'as fait cette fois. Mais c'est pas grave, c'est pour que tu comprennes. Tu dois être bientôt très près de l'hôpital. Oui, c'est vrai. Oui, mon ami, c'est pas comme toi. Oui. Écoute, je retire pour vous vos méchancetés. Oui. Respectives. Allez, vas-y. La première chose que je ferais si j'avais la possibilité d'encadrer ces réseaux sociaux, ces entreprises qui fabriquent les réseaux sociaux, qui fabriquent l'IA, etc., je ferais 2 choses immédiatement. 1, j'interdirais les deepfakes. 2, j'interdirais les jumeaux numériques. 3, les jumeaux numériques. Oui. 3, j'interdirais l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et ça change tout. Voilà, déjà pour encadrer ces choses-là. Parce que l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est un scandale absolu, Dany. Je l'autoriserai en Chine pour te faire plaisir, mais pas dans les démocraties. Non, parce que tu m'avais objecté ça déjà en 1913. Un des problèmes, c'est dans les pays totalitaires. Bien sûr, c'est pour ça que je te donnais tout de suite raison là-dessus. Et je donnerais le statut d'éditeur
de journalistes, de patrons de journaux aux patrons des réseaux sociaux. Parlons. Mais ça changerait tout. Dany, non, parce avançons, que avançons un peu, si vous voulez, avançons un peu et parlons de ce qui s'est passé cette semaine. Le débat très vif autour d'Israël et en particulier la formule d'Emmanuel Macron avec ce mot de barbarie accolé à, en tout cas implicitement à Israël. Il répondait à Benjamin Netanyahou. Mais d'abord, ce qu'a dit Emmanuel Macron, on parle beaucoup de guerre de civilisation. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. C'était le 24 octobre, et le président de la République répondait à la formule de Benjamin Netanyahou, nous ne combattons pas seulement pour nous, nous le faisons pour vous aussi, c'est une guerre de civilisation contre la barbarie. Est-ce que pour vous c'est un cap en 2024, président de la République française, à tort ou à raison, je vous laisse en débattre, qui utilise ce mot de barbarie qui est tellement connoté cette fois concernant ce que fait Israël? La difficulté, c'est qu'il y a la barbarie du Hamas, la barbarie du Hezbollah, et surtout une barbarie qu'on émotionnellement ne ressent pas tellement, parce que la plupart des fusées, des roquettes ne touchent pas. Ils veulent tuer autant, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas puisque la défense israélienne tient. Donc ça, c'est une barbarie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un autre côté, à Gaza, ce n'est pas l'esprit, et là, je parle sous la protection de beaucoup de militaires israéliens, la plupart, c'est vrai, sont à la retraite, qui disent la manière dont Israël mène la guerre à Gaza n'est plus justifiée. Ils n'ont pas dit n'est plus justifiée. Et je crois que là, il y a un problème fondamental qui est que Netanyahou doit continuer cette guerre, sinon il n'est plus Premier ministre. Est-ce que vous auriez utilisé le mot barbarie? Non, mais c'est pas parce que j'aurais essayé de trouver une formule. C'est pour ça que je dis, on ne défend pas une civilisation avec un esprit simplement de revanche. Bon, sur Netanyahou, on est d'accord depuis toujours. Je pense que Netanyahou est l'homme qu'il faut pour faire la guerre, mais pas pour faire la paix. Et ça, c'est pour moi le problème immense. Je pense que pour l'instant, Israël gagne du temps, mais que ça ne résout rien, fondamentalement rien. Même si les succès militaires sont formidables, même si, voilà, ils ont décapité le Hezbollah, anéanti une partie du Hamas, etc. Donc je nie pas ça sur le plan militaire, mais je dis que ça ne prépare pas la paix, voilà. Et je ne crois pas à l'effondrement de l'Iran dans le quart d'heure, je n'y crois pas, mais on verra. Maintenant, je pense qu'en diplomatie, les mots comptent. Même Dany qui reconnaît, on ne peut être que d'accord, que Gaza est un enfer à ciel ouvert. C'est une horreur ce qui se passe là-bas. Et il y a 40 000 civils qui y sont morts. Bon, et encore une fois, on le disait là, moi si j'étais gazaoui et que je voyais une de mes filles massacrée par une bombe israélienne, je détesterais Israël. On ne peut pas demander aux gens de réfléchir autrement. Maintenant, quand on est chef de l'État, on doit comprendre une chose, c'est que nos ennemis à nous Français, comme nos ennemis en tant que franco-israéliens, s'il y a des franco-israéliens qui sont représentés ici en France dans le débat, c'est les mêmes, c'est le Hezbollah et c'est le Hamas. Et c'est pas simplement des mouvements terroristes, parce que le mot terroriste n'est absolument pas adapté. Ce sont des mouvements génocidaires. C'est ça le problème. Et donc on peut quand même se demander pourquoi la résolution 1701 de l'ONU n'a jamais été appliquée, et pourquoi le Liban, alors qui a fait ça, je ne sais pas, a laissé le Hezbollah s'installer dans le sud Liban avec tous ces centres, ces souterrains, ces caches d'armes, voilà. Et donc, je pense que comme Français, si vous voulez... Alors, après, on peut discuter comment Netanyahou fait la guerre. Là, je rejoins Dany. Bon, et est-ce qu'il faut plus laisser de la place à l'humanitaire? Évidemment, oui, bien sûr. Pas seulement de l'humanitaire. Mais je dis simplement que traiter Israël de barbare... Ah non, c'est un mot qu'on ne peut pas utiliser dans le contexte actuel. Voilà, c'est insupportable. Bon, j'ai dit que j'en rappellerai pas ce mot, mais il y a quelque chose qui est effroyable. Alors, je prends un autre exemple. Il y a eu un autre type de dérapage, qui est celle de Bernard Kouchner, qu'on ne peut pas soupçonner de quoi que ce soit. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas antisémite, oui. Qu'il n'est pas antisémite et tout ça. Et Bernard a eu, dans un interview, il a dit, quand on voit ce qui se passe à Gaza, on peut devenir antisémite.
Ce qui est bête, parce que l'antisémitisme, il est là. Hein. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, pourquoi quelqu'un comme Bernard Kouchner ou quelqu'un comme Emmanuel Macron, tout le monde sait que j'ai des gens indiens, ont des difficultés comme tout le monde, et que dans tous les pays, qu'on voit que ce que dit Stamer en Angleterre, qu'on voit ce que disent les uns ou ne disent pas les autres aux États-Unis, parce qu'on est confronté à deux logiques. Une partie du gouvernement israélien, Ben Gvir et Mostri, sont, si vous voulez, des éliminationnistes aussi. Ils veulent éliminer les Palestiniens du territoire israélien. Ils prônent des crimes de guerre. Ils prônent des crimes de guerre. Ils prônent non seulement des crimes de guerre, le refoulement massif de Palestiniens, le refoulement massif de Gaza, le refoulement massif de Palestiniens. Il faut savoir que on est, nous, choqués, avec raison, je suis choqué. Il est choqué quand les manifestants disent « From the river to the sea, Palestine ». On est choqué. Dans l'accord entre Netanyahou et Ben Gvir, la deuxième phrase, c'est « From the sea to the river is Jewish ». L'équivalent. Il faut dire les deux. Il faut se confronter aux deux. Et si on ne trouve pas dans la même phrase, si on veut, c'est ça qui est difficile. Oui, mais il faut le dire. Oui. Oui, je sais. Mais ce que tu dis là, c'est ça que devrait dire Macron. C'est pas dire Macron, ce qu'on entend. Moi, je vois tous mes copains juifs là, ils sont tétanisés. Bon, ce qu'on entend, c'est qu'au fond, notre ennemi, c'est Israël. Voilà, et que l'ennemi, c'est Israël. La barbarie, c'est Israël. Bon, alors il faut pas armer Israël. Bon, et ça commence depuis le début, depuis le 15 octobre. Macron, tiens, le fait qu'il ne soit pas allé à la marche contre l'antisémitisme. Excuse-moi, Dany, mais écoute ça, parce qu'il ne voulait pas prendre parti, comme si prendre parti, être contre l'antisémitisme, c'était prendre parti contre les Arabes. Enfin, c'est malade, pardon, excuse-moi. Déclarer après que Israël a été créé par l'ONU, mais c'est complètement idiot, on ne peut pas faire plus bête comme phrase, c'est pas vrai. Il y a tout le mouvement, toute l'histoire avant. Bon. Oui, donc, non, alors, mais c'est là où il me... Il devrait parler comme toi. Si tu veux, un diplomate, un chef de diplomatie devrait dire, voilà, ce qui se passe à Gaza, c'est une atrocité, il faut qu'on fasse quelque chose. Netanyahou n'est pas l'homme qu'il faut pour la paix. Moi, je continue à dire, Netanyahou est une catastrophe pour Israël, à terme. À terme. C'est un type formidable pour les succès militaires, mais c'est une catastrophe politique à terme. C'est pas lui, les succès militaires. Oui, c'est les services. Non, il y a une chose. Mais tu vois, c'est ça qu'un président de la République devrait dire. Mais il y a une chose. On n'est pas obligé de passer du côté du cheval. Attends, j'ai une phrase. Il y a une chose qui est terrible, et je sais pas comment l'affronter. Dans cette guerre, après une défaite incroyable d'Israël le 7 octobre, des services secrets, qui était non, mais ils ont démontré une capacité incroyable, et de toucher l'Iran. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils ont pratiquement liquidé les défenses aériennes iraniennes. Et ils leur ont dit, maintenant, si vous bougez, on peut rentrer dans votre pays comme on veut. Ils n'ont pas perdu un avion. Mais ça, c'est cette supériorité les gargarise. Les gargarise. Ils ne voient plus, c'est-à-dire un État comme Israël, avec cette capacité militaire et sa justification de défendre les Juifs qu'ils n'ont pas fait le 7 octobre, eh bien, ne pas penser comment ils s'auto-limitent, eh ben moi je dis, c'est très dangereux, parce que ça met en péril l'avenir d'Israël. Est-ce que les Palestiniens et les Israéliens, je parle cette fois des peuples, pas seulement des dirigeants, etc., ils ne sont pas plus francs, souvent plus directs que nous, ici en Europe de l'Ouest, quand les Israéliens disent, en réalité, pendant le pogrom du 7 octobre, beaucoup de Palestiniens, monsieur, madame, tout le monde, certains ont participé. Et en sens inverse, quand les Israéliens avouent aussi qu'il y a de la vengeance, qu'ils ont un désir de vengeance. C'est pas vrai qu'il y a le méchant Netanyahou et puis après des gens qui n'ont pas du tout envie de se venger. La vengeance est un sentiment humain, d'ailleurs très noble aussi. Et de part et d'autre, il y a des vengeances mutuelles depuis d'ailleurs des millénaires. Mais enfin, mais quand la vengeance est organisée par un État, c'est plus noble. C'est humain, ça existe, ça serait complètement idiot de le nier, mais quand un État instrumentalise l'envie de vengeance compréhensible d'un peuple, il n'est plus responsable. Israël commet de la vengeance, là ? Absolument. Donc c'est un crime de guerre ?
moi, alors là, je veux dire, moi, je suis d'un respect total pour le tribunal pénal international. Il y a on verra, mais comme je dis que il y a crime de guerre, le Hamas, le Hezbollah et tous ceux... Mais le Hamas, c'est sûr, un crime de guerre, il n'y a pas de doute. Mais attention, est-ce que Israël... Non, attention, je veux dire, tous ceux qui en Europe soutiennent, en disant c'est un mouvement de libération, ils soutiennent des crimes de guerre. Oui. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. Maintenant, quand je lis le Haaretz, un journal d'opposition israélien, où il y a des militaires israéliens qui disent Israël commet des crimes de guerre. Ils sont plus francs, les Israéliens. Regardez Haaretz, regardez. Et ce qui est terrible, c'est qu'à la télévision israélienne, Gaza n'existe pas. Gaza n'existe pas. Donc il y a un endoctrinement du parti de la population qui est très dangereuse. Comme il n'y a pas à Gaza, il y a un endoctrinement du Hamas de la population. Oui, alors ce qui se passe aussi, alors moi c'est ça qui me frappe le plus, c'est que dans la diplomatie française, tout se passe comme si on mettait le Hezbollah et le Hamas d'un côté, Israël de l'autre, sur le même plan. C'est ça qui ne va pas, parce que la différence, Dany, c'est que le projet d'Israël, il n'y a pas que Netanyahou en Israël, il y a aussi des gens qui sont pour la paix, il y a aussi des gens de gauche comme toi qui sont pour la paix, qui sont pas des salauds. Bon, et donc le projet d'Israël n'est pas un projet génocidaire, tandis que le projet du Hamas et le projet du Hezbollah, dans leur statut, dans leur projet, il y a l'extermination, il y a la destruction totale d'Israël et il y a l'extermination, si possible, de tous les Juifs du monde, Dany. Luc, voilà. Tu as raison. C'est pas le projet, c'est pas le projet d'Israël. Non. Voilà. Mais dans les statuts, sur le même plan. Les statuts du parti de Smolnitch et dans les statuts du parti de Ben-Gvir, non. Ils font partie du gouvernement. Non, mais il y a des gens de droite partout. Non, mais c'est pas seulement des gens de droite. Il y a la volonté de refoulement total des Palestiniens de ce qu'ils définissent comme Israël. Excuse-moi. Non, juste un mot, c'est trop important. Excusez-moi, ce sera très bref. Entre vouloir refouler les Palestiniens et vouloir exterminer tous les 16 millions de Juifs qu'il y a dans le monde, je fais une différence. Oui. Et ce sont nos ennemis. Et ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est que ce qu'on entend, ce que les Israéliens entendent, ce que les Juifs français entendent, ou les Français juifs pour beaucoup d'eux, c'est au fond, voilà, il y a deux partis qui sont équivalents. Là-dessus, voilà. je ne nie pas. Mais tu dis, ce non les ennemis, mais Ben-Gvir et Netanyahou. C'est des fachos. Netanyahou, qui est chef de gouvernement, utilise et poursuit la politique de l'extrême droite israélienne. C'est pour ça que je dis que on est d'accord. Je dis que pour moi, le Hamas, ce sont nos ennemis. C'est vrai que c'est l'islamisme qu'il y a derrière et que l'islamisme fait des dégâts non seulement dans cette région, mais chez nous. Mais d'un autre côté, les femmes. D'un autre côté, tu as aujourd'hui un mouvement et le gouvernement israélien, c'est pas moi qui le dis encore. Avançons. On est d'accord. Vous l'avez dit. S'il vous plaît, avançons un peu. Chapitre par chapitre. Amis, Netanyahou, voilà. Catastrophe. Avançons, s'il vous plaît. On fait une revue de quelques événements, révélations en France. L'enquête de Jérôme Fourquet sur la réalité sociologique en France, sur la proportion de prénoms d'origine arabo-musulmane en France. Il fait le compte. On parle de la France métropolitaine. D'ailleurs, Sandrine Rousseau a très bien répondu en rappelant. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'Algérie française à l'époque? Mais ça, c'est une question connexe, mais sur la proportion métropolitaine, 0% en 1900, 21% en 2021. Question à l'un et à l'autre. Est-ce que c'est une évolution, de toute façon, inéluctable, normale? Tout à l'heure, sur ce plateau, il rappelait l'importance de la migration, ministre d'économie, pour faire fonctionner l'économie. Ou est-ce que pour vous, c'est le signe qu'il y a un saut culturel, un changement de culture petit à petit en France? Bien sûr, oui. Non, ce qui est intéressant, vous devriez le rajouter, c'est par rapport à 1983. Parce que par rapport à 1900, tout le monde comprend, c'est logique. Mais par rapport à 1983, c'est 7%. On passe de 7% à 21% en 40 ans. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui est détestable ou qui a suscité des polémiques dans l'idée de grand remplacement? Je vous explique, parce que c'est un sujet important et qui n'est pas totalement irréel. Une minute pour répondre. Pardon ? Vas-y. Si j'ai une minute après pour répondre. Attends, il est 19h. Bien sûr que vous allez répondre. Mais tu te lances. Quand tu dis c'est très important, tu te lances. Arrête, tu parles 2 fois plus que moi. Très rapidement, ce qui a suscité la polémique sur la question du grand remplacement, c'est que dans les premières versions du grand remplacement, c'était du complotisme. On présentait le grand remplacement comme un projet.
de la part de l'islamisme pour infiltrer les démocraties, etc. C'est évidemment délirant. C'est pas ça qui se passe. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que ce grand emplacement se fait très naturellement parce que tout simplement les enfants, les immigrés ou ceux qui viennent de l'immigration ont plus d'enfants que les enfants de Clovis, pour le dire un peu brutalement, mais c'est comme ça la réalité. Et vous avez là quelque chose, une deuxième remarque, et je laisse la parole tout de suite à Dany. Ne t'inquiète pas, tu pourras en parler aussi longtemps que tu voudras. Si c'était des Anglais, des prénoms anglais, des prénoms italiens, des prénoms espagnols, des prénoms allemands, des prénoms, je sais pas quoi, polonais, bon, les gens s'en foutraient. Le problème, c'est que c'est des prénoms arabes. C'est ça qui inquiète les Français. Parce qu'ils se disent, cette immigration, voilà, on vit l'islamisation des collèges. On vit des professeurs qui sont tétanisés d'angoisse parce qu'ils peuvent plus se faire cours sur la Shoah ou la liberté d'expression. Donc, les gens mettent 2 et 2 ensemble, ça fait 4. Et ça, ce grand remplacement, non pas complotiste, non pas piloté, non pas programmé, mais naturel, si je puis dire, parce que les enfants de Clovis ont beaucoup moins d'enfants que les enfants de l'immigration. Mais ça, c'est factuel, hein, ça, je peux vous donner les chiffres, c'est incroyable. Mais alors, moi, je vous donne des chiffres factuels. Dans ma famille, un de nos enfants a épousé une Allemande d'origine marocaine, qui n'est pas de foulard, qui n'est pas religieuse. Ils appellent leurs enfants Younes et Amina. Ils doivent être dans ces trucs. Parce qu'il y a des couples mixtes. Le deuxième enfant d'un autre couple entre une Érythréenne et un truc, il s'appelle Elio. Je sais pas où vous allez les mettre. Je dis, il faut faire attention. Il y a de l'islamisme. Et puis il y a, mais même dans des couples arabes non islamistes, tous les musulmans ne sont pas. Ils prennent, même s'ils sont ici, des prénoms arabes qu'ils connaissent. Bon, voilà. Et donc je dis. Le problème, c'est pas en citant maintenant le nombre, de prénoms, c'est de dire, est-ce que, parce que l'insinuation, Luc, que tu fais de dire, ces prénoms arabes, et 2 et 2 font 4, vont devenir des islamistes dans les collèges. Pas tous, mais beaucoup, oui. Non, beaucoup, oui. Non, ça. Je répondrai après. Vas-y. Non, enfin. Non, mais répondez-vous. Vous n'avez pas besoin de dire. Vous débattez, donc vous pouvez vous répondre. Ça fait partie du jeu. Il n'y a aucun problème. Les bras m'en tombent. Oui, mais c'est parce que tu confonds l'Allemagne et la France. Ça n'a aucun rapport. Les bras m'en tombent des mains quand je t'entends constamment parler de l'Allemagne alors qu'on parle de la France. Et donc ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Nous, on a eu la guerre d'Algérie. Ça change tout, la guerre d'Algérie. L'histoire de la guerre d'Algérie change tout le problème. Je te pose une question. Moi, je te pose une question. Oui, vas-y. Est-ce que les profs d'histoire ont la trouille en Allemagne de faire cours ? Oui. Combien ? T'as des pourcentages ? Nous, c'est 80%. Je sais, mais je ne nie pas. Oui, mais ça n'est pas lié au fait que des immigrés donnent, s'ils se marient entre eux ou si c'est des mariages mixtes, ils choisissent, donnent des prénoms. Il y a une volonté d'islamiste en France, beaucoup plus forte qu'en Allemagne, puisque les Turcs, c'est pas la même chose que les musulmans, à avoir un contre-discours contre, disons, le discours républicain. Je ne nie pas. Je dis, la pratique. Ils ont un contre-discours et donc des actes, ils s'opposent à une certaine idée de la laïcité de la République. Mais je crois qu'il est dangereux de sous-entendre que parce qu'on donne des noms arabes, si on est un couple mixte ou si on est un couple de musulmans, on fait des petits islamistes. Mais j'ai pas dit ça. Je dis que c'est une question de pourcentage, c'est pas une question. Il s'agit pas de jeter. Enfin, c'est ridicule. Mais pas du tout. Tu as fait la logique d'arriver au collège. Mais j'ai dit le pourcentage de gens qui vont passer, qui vont se radicaliser. Alors, je te pose une question. Qu'est-ce que tu veux faire contre ? Limiter l'immigration d'abord. Non, mais ils sont là. Ils sont là. Je te parle de ceux qui sont là. Non. Je regardais les chiffres que tu contestais la semaine dernière, donc je les ai regardés de près. On a 500 000 étrangers qui rentrent en France légaux chaque année, plus probablement 200 000 illégaux. Ça veut dire que le pourcentage de ces... Voilà.
Je te disais, si c'était des noms chinois, des noms japonais, des noms anglais, des noms... voilà. Et simplement, les Français ont en tête, on peut pas leur retirer ça, Dany. Ils ont le Bataclan, ils ont le Père Hamel, ils ont ce qui s'est passé sur la promenade sur la promenade des Anglais à Nice, ils ont les frères Kouachi qui ont assassiné... Non mais Luc, on est d'accord là-dessus. Oui, mais, non, mais qu'est-ce que tu fais? Non mais, je te dis... Je vire tous les fichés étrangers. Tous les fichés étrangers radicalisés, je les vire. Les doubles nationalités, pas les Français. Je les vire chez eux. Et je tords le bras des pays d'émigration qui veulent pas les reprendre. Et il y a bien des moyens de tordre le bras. Deuxièmement, je limite autant que possible l'immigration qui vient de gens qui nous détestent et qui veulent nous tuer. Voilà. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Et troisièmement, je ne laisse pas sortir de prison des gens qui ont assassiné le Père Hamel ou les gens au Bataclan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je fais la même chose que Madame Meloni, voilà. Non, Madame Meloni... Elle a réussi. Ouais, elle a des problèmes juridiques importants. Parce qu'il y a des gens qui s'opposent à ça. Non, c'est des juges. Oui, mais... les juges. Oh. Oui, non, mais alors voilà. Alors, quand quelque chose ne nous plaît pas, on remet en cause même l'état de droit. Moi, je sais pas, on verra ce que l'État italien, les juges italiens... Sur le changement culturel, allez, sur le changement culturel, si on mais c'est une évolution de nos populations, c'est évident. Et cette évolution de nos populations pose des problèmes. Enfin, je m'excuse, mais vu le fait qu'il y a en France, il y a eu une immigration pendant des années et que la communauté les communautés de ces immigrants choisissent des prénoms comme la communauté juive choisit leur prénom. Mais les juifs ne menacent personne en France. Mais je le sais, mais je dis, c'est pas une question de menace. Je dis, très bien, tu veux fermer les frontières, très bien, je veux pas discuter ça aujourd'hui. Je dis simplement, les millions de musulmans qui sont en France, que tu ne vireras pas, il faut avoir un autre rapport avec eux et que le problème, ce n'est pas les prénoms qu'ils donnent. Mais ça veut dire quand même, quand on donne pas des prénoms... Et tu veux les empêcher comment ? Ceux qui sont là. Je vais être très clair, mon ami. 90% des musulmans qui vivent en France sont des gens formidables. Mais avec qui Attends, j'ai pas fini. Avec qui je m'entends divinement. Ma nounou marocaine, elle a ma carte de banque, je l'adore. Elle s'appelle comment ? Pardon, elle s'appelle Neima, mais c'est pas, elle est marocaine. Voilà, oui, mais c'est dans ses chiffres. J'essaye de parler elle est de légale. La réalité de elle est légale. Elle est pas en infraction. Et donc, ce que je dis simplement, c'est que 90% des musulmans qui vivent en France sont des gens formidables avec qui je m'entends merveilleusement. Malek Chebel était membre de mon conseil à Matignon. On s'adorait, mais arrête. Mais je dis simplement que quand Gérard Collomb me disait il y a quand même 200 000 djihadistes en France qui sont prêts à égorger à peu près n'importe qui, ça inquiète les gens à juste titre. Ça m'inquiète aussi. Et tu fais quoi alors ? Non, je parle aujourd'hui de prénoms et que les 90% de musulmans qui ici vivent et qui sont très bien donnent des prénoms musulmans à leurs enfants. Dany Cohn-Bendit, avançons. Allez, ça veut dire qu'ils veulent sur un mode mais ta nounou, elle veut pas s'intégrer. Ça quoi ? Ta nounou, elle veut pas s'intégrer. Mais elle est marocaine, elle vit en France, c'est tout. Elle a parfaitement le droit. Sur un mode un peu plus léger et souriant. Regardez, alors puisqu'on parle décolonisation, c'est le sien que j'ai donné. Puisqu'on parle des rapports avec les anciennes colonies, parfois cet échange sur Twitter qui est assez extraordinaire entre l'Afrique du Sud et la France sur est-ce qu'il y a encore un passif colonial entre l'Afrique en général et la France. Regardez, c'est un compte très suivi en Afrique qui dit voilà, les lingots d'or de France, ça vient du Mali. Les meubles français, ce sont des bois du Congo. La Coupe du Monde pour la France, c'est le talent de l'Afrique. Vous qui êtes passionné de foot, Dany. L'essence française, c'est de l'essence gabonaise. L'électricité française, c'est l'uranium du Niger, etc., etc. Réponse officielle. La France a répondu à ça par la voix de son compte de l'ambassade de France en Afrique du Sud sur le mode de l'humour en répondant voilà, de toute façon la glace elle vient de l'Antarctique, les pâtes elles viennent de Chine, le jazz vient des États-Unis, etc. Est-ce qu'il y a encore un passif colonial ? Est-ce qu'il y a encore un repentir à avoir de bonne foi ou est-ce que c'est un mauvais procès qu'on fait encore à la France en 2024 ? Non, surtout ce qui est terrible, c'est que le gouvernement sud-africain incapable d'organiser son pays instrumentalise un passé colonial pour dire n'importe quoi. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu la terreur du colonialisme, l'horreur. Je dis simplement qu'aujourd'hui,
C'est comme l'Algérie. L'Algérie, qui est quand même un État autocratique, instrumentalise aujourd'hui la guerre d'Algérie, je ne dis pas qu'elle n'a pas eu lieu, pour aujourd'hui cacher son incapacité de protéger ses citoyens. Très court, parce qu'on va entendre un extrait qui va venir, mais un mot, vous avez un mot conclusion. Intégralement d'accord avec ce que vient de dire Dany, il a tenu un discours de droite, et je rigole, te fâche pas. Et deuxièmement, ce qui est derrière, c'est le réveil du Sud global, c'est pas du tout anecdotique, c'est pas simplement ressasser les vieilles choses.